18 ans passés, en 18 ans, ton quotidien, c'est quoi? Tu parles d'une forme de business, donc tu es en gros un intermédiaire entre deux régions du monde, et tu Oui, travailles dans cette marge-là. c'est ça. En fait, C'est exaltant. mon métier, c'est prendre des contrats de fabrication, de les placer, de les faire fabriquer, de les livrer. Voilà. Dit comme ça manque d'enthousiasme. On sent qu'il y a eu une exaltation qui était quand même plus... Non, mais c'est intéressant parce que c'est jamais deux fois la même chose. C'est compliqué parce que tu dois assurer la maîtrise complète de l'opération de A à Z et c'est toi qui es responsable financièrement. Donc c'est plus compliqué que faire un placement en banque, tu vois, parce que c'est toi qui gères ton cours et ton niveau de résultat. Donc c'est tout à fait passionnant. On gagne beaucoup d'argent. On s'amuse, on voyage tout le temps. Je fais le tour du monde en permanence. J'ai des clients partout. C'est une vie exaltante. C'est une vie à l'époque qu'aujourd'hui je n'accepterai plus, mais qui à l'époque me ravit pour un petit gars de Rouen, je te signale. C'est-à-dire, je passe ma vie dans l'avion, Ouais. plutôt en business ou en première, dans des hôtels de luxe, à rencontrer des gens super intéressants et à faire fructifier tout ça. Donc c'est quand même une vie assez marrante et à passer son temps à aller manger dans les meilleurs restaurants un peu partout dans le monde. Alors en Chine, il y a une culture de la nourriture qui est un peu comme en France, mais exacerbée. À l'époque, à la puissance chinoise, encore aujourd'hui. C'est-à-dire, si tu as un rendez-vous de business avec quelqu'un à 9h30, la première chose qu'il fait quand tu arrives, c'est on va manger. Et donc, il t'emmène au restaurant. Les restaurants sont ouverts, je pense, à cette époque-là. Peut-être encore aujourd'hui, je ne sais pas, 24 heures sur 24. Donc, à 9h30, tu vas te taper un déjeuner, quoi. Tu vois, mais pas un café avec des croissants. Tu vas manger, quoi. Tout, des plats, voilà. Ça dure 1h30, 2 heures, avec des kampai, avec tout ça. C'est un rendez-vous à 15h, c'est pareil. Enfin, tu vois, c'est vraiment... Et donc, il y a, d'une certaine façon, on veut savoir qui tu es, et de façon un peu ancestrale, dans le rapport aux affaires. Et donc, pour ça, on va te nourrir et te faire boire pour voir comment tu fonctionnes. Comment ça réagit? Et c'est assez amusant. Moi, au début, à cette époque-là, je bois pas. Donc, je suis pas dans ce truc-là. Et puis après, un peu plus tard, je vais avoir des vignes, Château Yvonne. Donc, je vais être surentraîné en termes de boissons alcoolisées. Et donc, effectivement, les kampai, ils veulent te plier, quoi, si tu veux, pour voir ta résistance à l'alcool. Et moi, je fais 120 kilos, je suis surentraîné, donc au bout de 4 verres, eux, ils comprennent même plus ce qu'ils racontent. Et moi, je suis là, mais on y va, quoi. Tu vois, on fait les kampai, les mecs. Et donc, c'est assez amusant. Et au bout d'un moment, ils le savent, donc ils ne le font plus. En disant, non, mais attends, on peut pas rivaliser. Ce type-là, on peut pas jouer. Et donc, et encore une fois, c'est un rapport, je trouve, très naturel et très reptilien, très ancestral au rapport humain qui renseigne ou pas, mais en tout cas qui a l'honnêteté il y a une forme d'honnêteté, Ouais. tu vois. Il n'y a pas de filtre. Ouais, et c'est chouette, c'est vraiment chouette. Comment on sort de cette période, comment on sort de cette exaltation, vers où tu vas aller après? Comment tu décides de mettre fin à cette époque-là, qui va durer quand même? Quand tu parles de 18 ans. Oui, tu sors, je crois que j'arrête quand j'ai 43 ans, un truc comme ça. Tu sors, t'es lessivé. Ouais. Alors, je veux plus prendre l'avion, je fais les refus d'obstacles, tu vois, je dois prendre un avion, j'y vais pas. T'as plus envie, t'es mort, t'es rincé, tu vois. Cette vie... qui est assez solitaire aussi, non? Parce que quand on t'écoute le raconter, on repense à ton histoire des aventures de l'enfance. Alors, c'est un côté très marrant de se dire, Bruno prend son avion, comme enfant, il allait dans la rivière. Mais il y a une forme de solitude encore. Moi, je suis solitaire. D'ailleurs, aujourd'hui, je vis tout seul, je suis solitaire. Après, je sais faire des tribus. Tu vois, chez Tab, là, c'est une tribu. Mais c'est un peu mes enfants. D'une certaine façon, c'est une tribu d'enfants. Mais je sais faire des tribus. Mais moi, je suis solitaire. Mes décisions, je les ai toujours prises tout seul. J'ai été capitaine d'entreprise, patron d'un groupe. Des décisions, t'en prends 60 par jour et t'es tout seul, à la fois dans la décision et dans la responsabilité de la décision et dans le fait que t'es face à tes décisions. Ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire ces micro-choix conduisent dans un sens ou dans l'autre. Et au bout d'un moment, c'est un peu ça. C'est une très bonne question parce que tu dis comment on en sort? On en sort parce qu'à un moment, on a l'impression que le fardeau est trop lourd, que t'en as marre de porter la vie de tout le monde, de milliers de personnes qui dépendent de toi, tu vois, et que t'as envie de plus avoir d'agenda. D'ailleurs, aujourd'hui, je déteste les rendez-vous. Tu vois, j'essaie de n'avoir jamais de rendez-vous.
parce que c'est quelque chose que je n'aime pas. Ma liberté avant tout, et donc tu te sens essoré, quoi. T'as l'impression que tu ne sers qu'à faire vivre d'autres personnes, qu'à les tenir par la main, les porter, et que toi personne te portera jamais. Donc tu as ce rapport à la solitude, à la difficulté d'être, tout simplement, de dire mais moi qu'est-ce que je fais avec moi-même? Et donc quand j'arrête de bosser pendant 4 ans quasiment, je fais rien. Je lis. On dit toujours, tu sais, quand j'aurai le temps, je m'arrête puis j'irai les livres que j'ai pas eu le temps de lire. Bon. Moi, je l'ai fait. C'est-à-dire, j'ai passé 4 ans à lire comme si c'était un métier, c'est-à-dire 8 heures par jour. Alors, à lire quoi? À lire essentiellement du classique. Tu vois, à lire tout ce que tu liras pas et que tu devrais lire. Donc tu lis Victor Hugo, Balzac, Proust, Mallarmé, tu vois, Yankelevitch, enfin vraiment, tu vois, plein de choses complètement inattendues et qui d'une certaine façon vont commencer un peu à te sculpter l'esprit. Et à force de lire, tu commences à écrire un peu. Donc je commence à écrire des livres. Et puis avec mon ami Alain Krugère, on a l'idée d'une émission pour France Culture. On nous envoie bouler. Et puis finalement, on nous rappelle en disant mais tiens, est-ce que vous voudriez pas dans le cadre au lieu de faire des rediffs cet été comme on fait toujours, on s'est dit tiens, peut-être on pourrait enregistrer-nous une 20aine d'émissions pour l'été. Ce qu'on fait en 2 semaines. Et puis l'émission plaît et le président de Culture à l'époque nous appelle en disant vous voulez quoi sur la grille de rentrée, vous voulez être où et quand? Et donc l'émission qui s'appelle On ne parle pas la bouche pleine avec mon cher Alain Krugère, elle va durer 9 ans au total, et moi je vais la faire pendant 4 ans. Et puis au bout de 4 ans, c'est pareil, je me sens un peu c'est bien, quoi, mais moi j'ai toujours été du côté du faire plutôt que du côté du dire. Et je me dis mais moi j'ai envie de faire. Et donc les valeurs que je promeus, les histoires que je raconte, le rapport que j'entretiens avec nos invités, je pense qu'il pourrait être bien plus pertinent si je nourrissais. Alors, je peux pas te laisser complètement dire ça parce que tu opposes le dire au faire. Or, en l'occurrence, et en ce qui nous concerne tous les deux, moi je t'ai connu pour ce que tu disais et ce que tu écrivais. Et il y a une époque quand même de ta vie sur laquelle on doit revenir et qui est connue, je pense, de ceux qui nous écoutent. C'est cette époque où nous, passionnés de gastronomie, on te découvre par le mot et la plume, par un blog à l'époque qui s'appelle Food Intelligence, qui est à l'époque un rendez-vous pour nous tous, qui aimons justement, comme on peut l'avoir trouvé aussi quelque part avec François Simon, les quelques rares qui mettent en mots la nourriture et l'expérience de la nourriture différemment. Et à ce moment-là, t'en fais partie. Et ce blog, c'est un rendez-vous pour tous les passionnés. Donc à un moment, t'as quand même décidé de mettre en mots cette passion. Oui, alors alors c'est d'autant plus intéressant ce que tu dis que je l'ai commencé quand j'étais encore chef d'entreprise en fait. Je pense que on était une toute petite poignée à avoir l'idée de faire ce truc bizarre qui est un blog. On est dans les années 2008-2010, je crois. Ouais, je me souviens. Avant 2005. 2003, 2004 même, je pense. Oui, vraiment au tout début. Et ça s'appelle Food Intelligence et effectivement, je donne un peu mon témoignage de quelqu'un qui aime les autres, qui aime manger, qui aime les restaurants. J'ai le parti pris de ne parler que de ce qui m'intéresse et pas d'être un food critique, tu vois. Ce que j'ai jamais compris d'ailleurs comme métier d'être un critique food, pour moi c'est un non-sens. Et donc pourquoi c'est un non-sens? Parce que c'est un non-sens, parce qu'encore une fois c'est un point de vue. Même si tu es journaliste, c'est un point de vue, c'est-à-dire que tu as soit une ligne éditoriale, soit oui, souvent la plupart des food critiques, ils ont la ligne éditoriale de leur journal ou leur propre rapport eux-mêmes à la consommation et au rapport avec les restaurants. Et donc c'est pipé. Oui, c'est pas pipé, mais je veux dire le verre est dans le fruit et c'est pas grave. C'est normal, je veux dire tout, voilà. Mais pour moi, tout ce qui tient de la vie, à partir du moment où ça tient obligatoirement à un moment de la vie, mérite
que du coup on promeuve plutôt le sens que la vie, que les coups de dents, que voilà, c'est ça, tu vois. Et d'ailleurs, tu parlais de François Simon, et je trouve que François aujourd'hui avec ses petites vidéos qu'il fait sur Instagram, il a trouvé une narration, un style qui est extrêmement intéressant, qui produit du sens, qui donne lui dit la nourriture est un sentiment, donc je pense qu'on est vraiment au cœur de ça, mais il ne peut pas s'empêcher à la fin de retrouver les travers de la sentence, du critique et de la sentence en disant y retournerai-je, et on s'en fout. Parce que si lui retourne pas, nous on a peut-être envie d'y retourner. Tu vois ce que je veux dire? Et souvent d'ailleurs, ce qui anime son y retournerai-je, c'est le montant de l'addition. Comme si donc il y a un côté aussi un peu poujadiste, un peu racoleur, tu vois, qui souvent me gêne en disant mais oui voilà. En plus, on sait comment fonctionnent les food critiques. Ils sont bienveillants si tu les invites. S'ils payent, ils commencent à être plus exigeants. Tu vois, donc voilà. Après, les pauvres, ils n'y peuvent rien. C'est l'indigence des supports. C'est pas eux personnellement. Oui, c'est il faut formater. C'est l'indigence des supports. Mais effectivement, quand tu vois, moi j'ai la chance de le voir ici, de voir des critiques gastronomiques du monde entier. Tu vois bien qu'il y a quand même deux salles, deux ambiances. Hein. Tu as ceux qui viennent des pays anglo-saxons, des États-Unis, d'Asie ou même de Suisse, qui ont les moyens de leur métier, qui ont des ambitions et qui conduisent un travail assez incroyable. C'est-à-dire qu'ils vont venir 4-5 fois en 2 ans chez toi avant d'envisager de faire un papier. Et quand ils vont faire un papier, ce sera une pleine page et c'est passionnant. Ils se contentent pas de dire ils ont aimé, ils ont pas aimé, ou c'était cher, c'était pas cher, où il y a quelque chose qui se construit et qui toi te construit aussi. Enfin, tu vois, il y a un rapport et tu dis si je suis lecteur de ça, c'est passionnant parce que l'idée que je m'en fais, c'est pas juste de savoir si j'ai envie d'y retourner, c'est que j'en comprends les subtilités, j'en comprends les choses et je me dis tiens, il y a quelque chose d'intéressant. Et j'aime beaucoup cette vue-là. Mais ça te ressemble. Cette polysémie, voilà, de la critique, tu vois. Je vais sauter du coq à l'âne, mais c'est un peu la différence, si tu veux, entre les chefs franco-français qui... bon, moi, j'ai la chance d'avoir 2 étoiles au guide Michelin, mais donc quand tu vois que tu es avec d'autres chefs étoilés, tu sens bien qu'il y a des clans, il y a des écoles, il y a des clubs, il y a des groupes qui se regardent un peu en chien de faïence, qu'il y a des jalousies, qu'il y a des ambitions contrariées, que tout ça est très compliqué. Et en même temps, j'ai la chance aussi d'être dans ce classement qui est le plus puissant au monde et le plus incroyable, qui est le World 50 Best. Et quand on se retrouve tous ensemble, les 50 premiers ou même les 100 premiers du 50, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que il y a beaucoup de restaurants dont tu te sens pas proche, ni de la cuisine, ni des idées. Mais il y a un respect fou parce que tout le monde est passionnant, tout le monde est passionné, amène quelque chose de différent, une vision complètement différente à la gastronomie, et même si c'est pas ton goût, même si c'est pas ta façon de penser, même si c'est pas ton histoire, c'est super intéressant. Et les gens, il y a une vraie sincérité, il y a une vraie ambition, il y a une vraie envie, il y a un vrai partage. Et donc ça crée un lien qui, alors que c'est la compétition la plus forcenée au monde, c'est-à-dire les gens tueraient pour être à l'intérieur, parce qu'évidemment, ensuite, en termes d'enjeux financiers, c'est considérable. C'est vraiment être ou ne pas être, mais en même temps, personne se fait la guerre, tout le monde peut s'aider, est ravi de s'inviter, de s'entraider, de se pousser les uns les autres, d'échanger. Tu vois bien qu'il y a le bien commun qui est posé, c'est-à-dire qui est nourrir, qui vient au-delà de toute ambition personnel, de notoriété, de pouvoir ou d'argent. Et ça me touche. Hein. J'aime ça. Mais c'est ce qui te touche depuis le début, parce qu'il y a cette recherche de sens dans la cuisine qui dépasse l'ego. Il y a cette envie d'en être, mais pas au sens personnel, d'en être, d'écrire, de faire avancer aussi, de questionner la discipline, de la regarder de toutes les manières. Et c'est ça, Food Intelligence au début. C'est aussi oui, c'est ça. Regarder, chroniquer, raconter la gastronomie. Je pense que j'ai gardé le même regard finalement. Ouais. Hein. Et je le dis souvent, c'est-à-dire je dis peut-être je suis le seul chef au monde qui est véritablement assis du côté du client.
Tu vois, c'est-à-dire je n'ai jamais quitté cette position. Parce que tu l'as beaucoup été avant d'être chef aussi. Je l'ai été pendant tellement d'années, et donc je n'ai jamais quitté cette position du mangeur. D'ailleurs, chez Tab, j'ai organisé le restaurant dans sa géographie pour être dans cette position-là. Pour pouvoir naviguer entre les deux espaces. Pour pouvoir observer, pour pouvoir comprendre. Et il y a 8 mois, tu vois, j'ai à peu près quitté mes cuisines, c'est-à-dire que je suis plus dans le rôtissage, dans les cuissons, etc. Parce que j'ai une équipe extraordinaire et qui sont, je leur ai tout appris. Donc aujourd'hui, ils ont grandi, ils sont bien meilleurs que moi. Et puis ils ont l'âge de le faire aussi, tu vois, voilà. Et donc j'ai repris cette position d'observateur. Et je pense que j'ai jamais fait autant évoluer la cuisine de table que depuis l'époque où j'ai su me mettre en recul. J'ai gardé en ça, si tu veux, le rapport au voyage, c'est-à-dire que même te mettre en retrait sur un tabouret à 1 mètre de la cuisine, ça t'éclaircit les idées un peu comme quand je prenais l'avion pour faire un Paris-Hong Kong et où j'arrivais plus facilement à régler les questions que je me posais sur mon activité, sur mes bureaux et mes collaborateurs à Paris, que si j'étais resté à Paris. J'avais besoin de cette distance géographique et de ce décalage horaire, comme s'il était intellectuellement une forme de mise à distance de moi-même par rapport au problème qui me permettait de l'observer mieux, sous toutes les faces, et d'arriver à amener, non, peut-être pas toujours une solution, mais en tout cas, quelque chose d'un peu cohérent par rapport à ce qu'il était, alors qu'avant, je l'avais sous le nez et je le voyais moins bien. Et là, en cuisine, c'est un peu la même chose, sauf que j'ai réduit la distance de 14 000 kilomètres à 1 mètre, ce qui est un gain de temps absolument formidable. Et pour le bilan carbone, c'est mieux. Mais ceci dit, ton histoire de distance, elle est intéressante dans l'exercice du métier de chef, mais elle est aussi représentative de ton histoire, et ce depuis le début. Parce que quand il s'agit d'aller voir un serpent qui nous fait revenir dans son lit, en fait, on revient dans son lit, le rapport à son chez-soi et le rapport à sa sieste, il est différent parce qu'on s'est déplacé. Toute l'histoire que tu nous racontes depuis le début, ce n'est qu'une histoire de déplacement, de regarder la vie et le monde par plein d'endroits. Exactement, parce qu'elle est facettée. Parce que comme toi. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'on est plutôt dans des mondes binaires, hein, malheureusement, c'est-à-dire c'est tu likes pas. Si tu penses autrement, c'est que t'es pas du bon côté. Tu y es pas. Tu vois, voilà, tu peux pas avoir des avis nuancés, prendre les choses, les comprendre, les observer. Aujourd'hui, il faut que tu te positionnes et t'es d'un côté ou de l'autre, quoi. Mais ton histoire, elle incarne ça. Toi, t'incarnes ce côté. Et je trouve ça terrible. Et d'ailleurs, dans la gastronomie française, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, je sais pas comment je suis considéré. J'ai assez peu de rapport, si tu veux, avec ce monde-là. Après, c'est aussi de ma faute parce que je m'en mêle pas. Tu vois, je suis pas quelqu'un de très mondain. Donc, je fais pas de trucs sociaux. Je vais pas dans les grands rassemblements, les grands raouts, parce que je suis très timide et que je me sens mal à l'aise. Et que j'ai pas grand chose à dire en réalité là-dessus. Et quand j'ai des choses à dire, j'écris un livre. Tu vois, ça me paraît plus puissant. Ou je fais la cuisine, hein. J'invente des plats. Quand j'ai un truc à dire dans mon métier, je crée un plat. Je donne une narration, je fais une histoire. Ça raconte qui je suis et ça raconte comment j'ai envie qu'on mange. Donc oui, tu vois, toi-même, tu es en train de sortir le fil d'argent de ma vie dans le tricot que je suis en train de t'offrir. Tu le vois et c'est intéressant. Et que moi, je vois pas toujours, en réalité.